Les affaires du sang contaminé, du Mediator ou de la Dépakine, le scandale des algues vertes et de nombreux cas d'évasion fiscale, toutes ces révélations ont été rendues possibles grâce à l'action de plusieurs lanceurs d'alerte. Et là, je vous parle que des affaires françaises. Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui va prendre connaissance de faits illégaux ou portant atteinte à l'intérêt général et qui va tenter de les dénoncer. Pour ça, il va les signaler dans le but de mettre fin à cette situation, que ce soit à sa hiérarchie si c'est dans le cadre de son travail, ou aux autorités. En France, 2 lois ont été mises en place pour définir et encadrer le statut juridique de lanceur d'alerte. La loi Sapin 2 en 2016, qui a été renforcée par la loi Wasserman en 2022. Avant ça, c'était très difficile d'obtenir ce statut. La procédure n'était pas très claire et aucune autorité n'était désignée spécifiquement pour accompagner les signalants. Les faits dénoncés peuvent être très larges, toute atteinte à la loi ou la réglementation française, aux traités internationaux adoptés par la France ou au droit européen, mais aussi tout ce qui pourrait porter atteinte à l'intérêt général. Nous avons rencontré Manon Iserman, responsable juridique et chargée de plaidoyer au sein de la Maison des lanceurs d'alerte, pour en savoir plus sur les parcours de ces derniers. C'est important pour nous de démocratiser l'idée que le lanceur d'alerte doit ou devrait pouvoir être monsieur tout le monde. Loin de l'idée d'un héros qui était voué à devenir un lanceur d'alerte ou, pour ses détracteurs, un délateur de carrière. Toute personne peut s'inscrire dans cette démarche d'alerte, soit un citoyen, donc en dehors du cadre de son travail, soit dans le cadre du travail, que ce soit un agent public, donc par exemple au sein d'une collectivité pour laquelle il travaille, ou un salarié, et tout secteur confondu. Dans le cadre professionnel, la grosse protection, la protection majeure, c'est l'interdiction des mesures de représailles, c'est-à-dire des mesures défavorables ou discriminatoires prises contre un salarié ou contre un agent public parce qu'il est lanceur d'alerte. Depuis 2022, la liste des représailles est considérablement élargie. Avant, c'était surtout les sanctions disciplinaires, le licenciement, qui demeurent bien sûr les mesures phares, malheureusement, mais la liste a été élargie pour introduire, par exemple, la notion d'ostracisme, toute forme de harcèlement. Donc on voit vraiment large pour tenter finalement d'empêcher que la personne qui est visée par les faits dénoncés tente d'atteindre le lanceur d'alerte. Surtout, la loi garantit un ensemble de protections en termes de confidentialité et de sécurité du lanceur d'alerte. Il y a d'ailleurs la création de plusieurs délits si la confidentialité du lanceur d'alerte est rompue, par exemple, par l'employeur. Donc, au-delà de ces mesures, la société civile avait vraiment poussé pour que des mesures de soutien soient prévues dans la loi, puisque le parcours du lanceur d'alerte, c'est vraiment un parcours du combattant. On parle de personnes qui souvent perdent leur travail, donc leurs revenus, et il ne faut vraiment pas négliger l'impact sur la santé mentale de personnes qui vont souvent se retrouver très isolées. Et donc du coup, la Maison des lanceurs d'alerte notamment s'était réjouie de voir que dans la loi 2022, il y avait justement ce soutien psychologique et financier qui avait été introduit, notamment la possibilité de demander une provision pour frais de justice, c'est-à-dire dès le début de la procédure, demander en raison de la dégradation de la condition financière de lanceur d'alerte que lui soit apportée une aide financière qu'il pouvait garder tout au long de la procédure. Dans les faits, malheureusement, ces dispositions légales n'ont aucune application concrète. Nous avons plusieurs lanceurs d'alerte qui ont tenté de saisir des autorités externes qui sont censées assurer ce soutien psychologique et financier, qui leur ont répondu qu'en fait, dans les faits, elles n'étaient pas en mesure d'accorder ce soutien, puisque finalement, les pouvoirs publics n'ont pas prévu d'enveloppe qui allait avec cet article de loi. Et donc c'est pour ça que la Maison des lanceurs d'alerte a été créée, c'est pour tenter de compléter en fait les lacunes qu'on observe au niveau des pouvoirs publics, et donc elle se veut d'un accompagnement pluridisciplinaire, non seulement juridique, mais aussi psychologique, financier et médiatique. Les missions de la Maison des lanceurs d'alerte, elles se découpent en 3 grandes thématiques. D'abord l'accompagnement, ensuite la formation et la sensibilisation des acteurs clés qui peuvent être les autres associations, notamment de lutte contre la corruption, les syndicats et les journalistes, et ensuite le plaidoyer, c'est-à-dire œuvrer pour une meilleure application de la loi, pour une protection effective des lanceurs d'alerte. En attendant que ça s'améliore, la MLA accompagne les signalants. Elle peut être saisie à tout moment de la démarche, mais l'idéal, c'est quand même de le faire avant même le signalement. C'est la meilleure façon d'être accompagné au mieux et d'être sûr de remplir tous les critères pour obtenir le statut, parce que ces derniers sont quand même stricts. Il faut être une personne physique, avoir une démarche de bonne foi, n'avoir aucune contrepartie financière, avoir une connaissance personnelle des faits, mais surtout saisir une autorité externe qui apparaît dans une liste officielle avant d'alerter les médias. Depuis la création de sa plateforme en ligne il y a 5 ans, la MLA a reçu plus de 850 signalements. Et fin 2024,
Plus de 400 d'entre eux correspondaient à ce statut selon l'association. Des personnes dont l'accompagnement est plus que nécessaire. Souvent, c'est des personnes au début qui n'ont même pas conscience d'être dans cette démarche d'alerte et n'ont pas conscience qu'elles pourraient se voir accorder le statut lanceur d'alerte. Au début, j'ai juste constaté des faits illégaux, j'ai voulu alerter ma hiérarchie et puis je me suis retrouvée dans un tourbillon. J'ai fini par me faire d'abord harceler, subir des pressions pendant des mois et puis finalement, je me fais mettre à la porte. J'ai une procédure au prud'homme dans quelques mois et je ne sais pas quoi faire. Et donc du coup, elle tape à notre porte en nous disant « j'ai peur, aidez-moi ». La maison des lanceurs d'alerte, elle est aussi là pour accompagner médiatiquement les lanceurs d'alerte. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au regard de la loi, la divulgation publique et la médiatisation au sens large, c'est un dernier ressort. Et donc, nous, on encourage les lanceurs d'alerte à être patients, même si ça peut être difficile, et à ne pas divulguer trop rapidement les informations de manière publique. Nous, de manière générale, on dit aux lanceurs d'alerte d'attendre au moins un délai de 6 mois, parce que vraiment, dans de nombreux dossiers, là où ça saute et ce qui fait défaut et la raison pour laquelle la personne perd le statut, c'est parce qu'elle a parlé trop vite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec de nombreux journalistes d'investigation, qu'on sensibilise aussi à ces enjeux dans l'intérêt de la préservation de la protection du lanceur d'alerte. Parmi les personnes accompagnées par la MLA, on peut citer l'exemple d'Hervé. Salarié chez Veolia, il a d'abord signalé plusieurs dysfonctionnements en interne avant de saisir l'ANSES et la Défenseure des droits face à l'inaction de son entreprise. Après quoi, il a été licencié. Depuis son signalement, 18 mois se sont écoulés, mais c'est seulement le lundi 27 janvier 2025 que le Conseil des prud'hommes de Gap a rendu un jugement favorable sur son cas. Il a été reconnu lanceur d'alerte et son licenciement illégal. Sa réintégration dans l'entreprise devrait donc avoir lieu, sauf si Veolia fait appel. Hervé, c'est le cas typique d'après Manon Iserman. C'est une personne qui, encore une fois, ne s'inscrivait pas au début dans une démarche de lanceur d'alerte, mais a simplement souhaité alerter sa hiérarchie, pendant de nombreux mois d'ailleurs, sur de nombreux dysfonctionnements, de nombreuses atteintes à l'environnement et à la réglementation française en matière de protection de l'environnement, une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés de Veolia, et également des enjeux de détournement de fonds publics. Une fois que d'un point de vue juridique, c'était calé. Une fois qu'il a pu bénéficier également d'un soutien psychologique, la prochaine étape, c'était la médiatisation. C'était aussi un désir du lanceur d'alerte lui-même face au constat frustrant que finalement, dans les faits, sans doute rien n'avait bougé, que la société Veolia n'avait toujours pas répondu de ses responsabilités. Finalement, les lanceurs d'alerte que nous accompagnons, ce sont en quelque sorte des vigies de la démocratie. Ils portent à la connaissance d'associations, des faits extrêmement graves, qui portent atteinte et qui doivent concerner tous les citoyens. On parle d'atteinte grave à l'environnement, on parle de faits de corruption, on parle d'atteinte à la santé publique. Donc vraiment, les lanceurs d'alerte sont là pour porter à notre connaissance des faits, que nous avons presque un devoir, nous, ensuite de porter à la connaissance d'un public plus large et espérer que les choses changent.